La croix gammée est la Reichsbahn. Pour le gouvernement nazi, elle était aussi importante que la Wehrmacht. Mais il y a toujours eu des cheminots qui se sont mis en réseau de manière illégale, qui ont résisté. Nous connaissons tous les frères et sœurs Scholl, nous connaissons Stauffenberg, et si nous parlons aujourd'hui des cheminots, nous devons constater que personne n'est connu. Ce film présente quelques-uns de ces hommes courageux oubliés. Il a pu mettre en place un réseau de groupes économiques syndicaux illégaux le long de la ligne de chemin de fer Friedrichshafen, Ulm, Stuttgart, Heilbronn. Ce sont eux qui ont constitué ici quasiment un embryon de résistance à Friedrichshafen. Il y avait aussi une certaine clairvoyance. Mon supérieur avait déjà fait des pronostics sur la direction que prenaient les choses. Même s'ils étaient peu nombreux, ils ont prévenu très tôt d'une guerre et ont lutté pour la fin du régime nazi. Gare de Bad Cannstatt, la plus ancienne de Stuttgart, autrefois le lieu de travail d'un cheminot qui a reconnu très tôt le danger brun et l'a combattu très tôt. C'est ici que commence la carrière ferroviaire du mécanicien de précision Karl Malt, originaire de Stuttgart, qui travaille dans le domaine des télécommunications. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau à la Reichsbahn. De son atelier situé derrière la gare de Cannstatt, il ne reste aujourd'hui que ce petit bâtiment. Karl Molt y installe et entretient. Il y installe des appareils de télécommunication et de sécurité et s'occupe des intérêts de ses collègues en tant que comité d'entreprise. Après 17 ans, il devient secrétaire à plein temps du syndicat des cheminots. Dans la maison forestière, Heslach, le social-démocrate, est un hôte fréquent. Werner Schmidt est originaire de ce quartier de Stuttgart. Lors de ses visites guidées de la ville, il vient toujours à cet endroit et raconte l'histoire largement méconnue de Karl Molt, qui n'est pas seulement un cheminot, mais aussi un dirigeant de la bannière régionale Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Karl Molt rencontre régulièrement Kurt Schumacher, qui deviendra plus tard le président du SPD. Ensemble, ils défilent lors d'une manifestation de la Reichsbanner à Stuttgart. Des révolutionnaires comme l'écrivain Ferdinand Freiligrath sont considérés comme des modèles. Visite de sa tombe et à nouveau Molt, à côté de Schumacher. Des sociaux-démocrates, dont de nombreux anciens soldats, avaient fondé la Reichsbanner en 1924, avec quelques membres du Parti démocrate et du centre. La Wehrverband veut protéger la démocratie. La Reichsbanner était en uniforme, surtout le niveau dit technique. On l'appelait aussi les formations de protection, en abrégé Schupo. Elle a été créée en 1930 après les premiers succès électoraux du NSDAP. Car c'est à ce moment-là que la terreur de rue de la SA a augmenté. Et nous avons ici une photo de la deuxième camaraderie de la Reichsbanner Schupo Stuttgart. On voit en arrière-plan le bâtiment du Waldheim, au milieu, tout devant, Karl Molt. Qui les dirigeait? Il y avait aussi un champ de tir dans le Waldheim ou autour du Waldheim. Et sinon, ces exercices militaires se faisaient sur le terrain du club de musculation. Des exercices paramilitaires. Après la montée en puissance des chemises brunes, ils prennent de plus en plus d'importance. À Stuttgart aussi, sous la direction de Karl Molt.
Après le 5 mars, des élections au Reichstag, qui n'étaient déjà plus libres ni démocratiques, mais où les nazis n'avaient tout de même pas obtenu la majorité absolue, il était clair qu'ils ne lâcheraient plus le pouvoir. Il y a eu des défilés de SA à Stuttgart, des hommages ont été rendus au drapeau à croix gammée devant le Landtag. Karl Molt a alors alerté la Reichsbanner. Dans la nuit du 7 au 8 mars, des milliers de personnes se sont rassemblées. Le 8 mars, environ 2000 hommes armés de la Reichsbanner se trouvaient dans les forêts autour de Stuttgart pour, comme l'avait dit Karl Moltke, couper les nazis de tous les points qu'ils occupaient. Mais les dirigeants politiques n'ont pas donné l'ordre de tirer, ont entravé Karl Molt. Il fut très déçu et dut quasiment donner l'ordre d'entrer à son tour. Les armes sont retournées dans leur cachette et ils savaient en fait qu'ils avaient perdu. Aucun soulèvement n'a lieu, ni à Stuttgart ni ailleurs. C'était peut-être la dernière chance à l'époque. De nombreux membres de la Reichsbanner sont maintenant envoyés au camp de concentration de Heuberg, dans le Jura souabe. Karl May lui-même faisait l'objet d'une lettre de cachet. Il est immédiatement entré dans la clandestinité. Il se cacha dans différents endroits de Stuttgart et au bout de 6 mois, il s'exila en Suisse. Ces semaines-là, les camps allemands se remplissent d'opposants politiques aux nazis. Parmi eux, de nombreux cheminots. Le camp de concentration d'Osthofen, situé sur la ligne de chemin de fer entre Mayence et Worms, est ouvert en mars 1933 dans une usine désaffectée. Parmi les détenus se trouvent des employés de la Reichsbahn comme Johann Obenauer. Son fils, également cheminot, visite le mémorial actuel et son directeur de longue date. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Je suis content que vous soyez là. C'est un plaisir pour moi aussi. Le père d'Obenauer, Johann, était syndicaliste, membre du SPD et opposant au NSDAP. C'est pourquoi les nazis le mettent en détention préventive en 1933, comme ils l'appellent par euphémisme. C'est dans cette salle d'Osthofen que la plupart des détenus étaient incarcérés et enfermés. Votre père a donc lui aussi dû y séjourner. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de toilette digne de ce nom, ni de possibilité de se laver. Cela signifie que les détenus devaient se laver à l'eau froide à l'extérieur, au robinet. Il y avait 3 robinets pour parfois jusqu'à 400 détenus. Voilà, c'était l'horreur. Donc en fait, cette primitivité de l'hébergement, la plupart des détenus l'ont vécu comme le pire et bien sûr aussi l'arbitraire de l'équipe de garde est rétabli. Hans Obenauer, alors âgé de 10 ans, n'oubliera jamais le jour où son père a été emmené. Mon frère et moi regardions par l'entrebâillement de la porte quand ma mère se plaignait. Hans, que mon père appelait Hans, n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Plus tard, lorsque Johann Obenauer est libéré, la Reichsbahn le licencie. Motif, il a été absent sans excuse. Il s'agit de son séjour en camp de concentration. Non, il n'y a rien à voir avec le fait d'être rentré à la maison. Il s'est retrouvé au chômage, a dû se présenter régulièrement, a dû faire des travaux d'urgence à Gundelsheim. Et l'Agence pour l'emploi ne peut pas trouver de travail aux cheminots. Une fois de plus, il est sanctionné pour ses positions politiques. Comme beaucoup à l'époque, malgré tout, il y a toujours eu de la résistance. L'exposition du mémorial en montre des exemples. Le meilleur. Il s'agit entre autres d'une action de résistance qu'ils ont menée pour le 1er mai. Mais en fait, c'est-à-dire que vous avez mis cette croix gammée sur la potence. Ce dessin apposé sur toutes sortes de wagons et dans les gares. Donc pratiquement le symbole hitlérien. L'hitlérisme doit être détruit. Et les nazis et les fonctionnaires officiels des chemins de fer, ils étaient alors tellement effrayés par ce symbole qui était là, béant sur tous les trains, qu'ils ont essayé de le repeindre.
Mais au fond, cela a attiré encore plus l'attention. C'est pourquoi ils écrivent de manière très pertinente. Le bruit s'est vite répandu que les chemins de fer illégaux fêtaient le 1er mai à leur manière. Ils ont fêté le 1er mai. C'était un petit triomphe. Le 1er mai, qui est en fait un jour de lutte et de fête de la classe ouvrière, les nazis font défiler ensemble les ouvriers et les patrons, comme ici à Berlin. Et de nombreux syndicalistes se joignent à eux. Un jour plus tard, le 2. Mais 1933, les SA et les SS occupent les locaux des syndicats et détruisent les documents et l'inventaire. La presse exulte, tous les dirigeants des syndicats libres sont mis sous protection et le coup est porté aux marxistes syndicaux. C'est aussi la fin du syndicat des cheminots. Bientôt, la croix gammée défigure les locomotives et les gares de Scheuser, comme ici à Stuttgart. Les nouveaux dirigeants craignent que les cheminots contestataires ne puissent prendre le contrôle des lignes de chemin de fer ou des gares. Ici, des photos prises à Mayence montrent qu'ils paralysent les trains avec peu d'efforts. Toute résistance doit être étouffée dans l'œuf. Jusqu'en 1933, le serrurier Wilhelm Kentner avait représenté les intérêts de ses collègues de la Reichsbahn à Mayence. Il était connu pour être un critique nazi virulent. C'est pourquoi il est interné très tôt, rapporte son petit-fils. Il a notamment été interné dans le camp de concentration de l'époque, situé ici, près de Worms, à Osthofen. Le camp de concentration d'Osthofen, commencé à la Reichsbahn à Mayence, Wilhelm Kentner y a connu des jours meilleurs, et ce, en tant que chauffeur. J'ai encore une belle photo de mon grand-père devant une locomotive, des outils lourds à la main. Je pense que c'était l'époque où il était encore employé comme chauffeur, car les outils le suggèrent pour moi, mais il se peut aussi qu'il ait déjà travaillé à la remise en état. En 1933, Wilhelm Kentner est licencié, soi-disant pour inaptitude. En fait, pour des raisons politiques. On lui a clairement reproché d'avoir tenu des propos politiques clairement opposés à Hitler dans le cadre de son travail à la Reichsbahn. Et ces propos ont été retenus comme motif d'arrestation. La Reichsbahn est épurée. Qu'il s'agisse de Wilhelm Kentner ou de Johann Obenauer, de nombreux cheminots politiquement orientés à gauche sont licenciés, tout comme les employés issus de familles juives. Le chef des chemins de fer, Julius Dorpmüller, embauche à la place des milliers de membres du NSDAP. Le chemin de fer, alors bien plus important pour le trafic qu'aujourd'hui, doit être mis au pas. Puis en 1935, c'est la grande fête, le centenaire du premier voyage en train allemand de Nuremberg à Fürth. Adolf Hitler et Dorpmüller assistent à la parade des véhicules. Le véhicule est prêt. La parade commence. Le défilé commence par 10 locomotives unifiées rapides, parmi les plus récentes, les plus lourdes et les plus rapides, qui défilent en tonnerre, accouplées en un seul train, offrant aux spectateurs une image impressionnante des gigantesques forces de la nature, maîtrisées par l'esprit et la main de l'homme. Siegfried Mielke s'intéresse depuis de nombreuses années à la résistance, en particulier à celle des syndicalistes et des cheminots. Mais presque personne ne connaît leur nom, dit l'historien berlinois. La Reichsbahn employait des centaines de milliers de personnes qui, de toute évidence, ne se sont pas révoltées dans leur grande majorité. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a quand même eu une petite minorité qui s'est opposée. Oui, nous connaissons tous les frères et sœurs Scholl. Nous connaissons Stauffenberg et quelques rares représentants des églises.
Nous ne savons rien des syndicats. Et si nous parlons aujourd'hui des cheminots, nous devons constater que personne n'est connu. Comme Wilhelm Kendler, le cheminot de Mayence, est même exclu du service militaire pour des raisons politiques. C'est ce que montre ce certificat d'exclusion. Kendler et de nombreux opposants espèrent une révolution qui balayerait le régime nazi. Enwein. Finalement, il est arrêté et traduit en justice. En feuilletant alors l'acte d'accusation, l'un des chefs d'accusation est « Je suis en train de lire que tout en Allemagne mène à la guerre. S'il y a une révolution, Hitler et Mussolini disparaîtront. Maintenant, il faut imaginer quand cela s'est passé exactement. Et nous parlons ici du 12 janvier 1937. Le 1er janvier 1937 déjà. Il y avait donc aussi une certaine clairvoyance. On faisait déjà des pronostics sur la direction que prenaient les choses par mon grand-père. Cela témoigne d'un certain échange intellectuel, parce qu'il n'a pas trouvé tout ça tout seul non plus. Et cela montre aussi qu'il était probablement en contact avec des gens dans toute l'Allemagne par le biais des chemins de fer et du syndicat. Wilhelm Kendler est condamné à une peine de réclusion pour préparation à la haute trahison. Un cas parmi tant d'autres. Malgré tout, certains cheminots parviennent à mettre la résistance en réseau. Ils ont alors essayé de mettre en place des organisations illégales de réseaux de résistance. On peut alors constater que certains ont collecté des fonds pour des personnes persécutées et qu'il y a eu des tentatives d'étendre leurs propres conditions générales d'action résistante. Nous avons aujourd'hui connaissance de plusieurs centaines de petites entreprises de syndicats, de bureaux de tabac, de magasins de légumes, de maisons d'édition, où l'on pouvait se rencontrer à l'abri des regards et où l'on pouvait échanger du matériel illégal sous le comptoir. Les seules informations non censurées sont des journaux interdits de l'étranger ou des pamphlets comme Fahrtfrei ou des caricatures mettant en garde contre la guerre. On reproche à la Deutsche Reichsbahn de s'adapter à la nouvelle barbarie, mais les avertissements tombent généralement à l'eau. Au milieu des années 1930, la résistance dans le sud de l'Allemagne a été en grande partie anéantie. Et c'est justement à ce moment-là que Karl Molt est entré en contact avec la Fédération internationale des ouvriers du transport et qu'il a reçu un certain soutien. Et il a bien sûr bénéficié du fait qu'il avait encore des contacts avec ses anciens collègues de travail dans le sud de l'Allemagne. Il a profité de ces liens. Il s'est d'ailleurs rendu plusieurs fois en Allemagne avec de faux papiers, car c'était une entreprise très risquée, très audacieuse pour établir ses contacts. Edo Fimen, le secrétaire général du syndicat international des ouvriers du transport, basé à Amsterdam, apporte une aide logistique et financière au groupe de résistance allemand. Le syndicaliste Hans Jahn pilote le réseau ferroviaire depuis le Benelux. Karl Molt, de Stuttgart, du côté suisse de Malte, vit à Rorschach, au bord du lac de Constance. C'est de là que son courrier fait régulièrement passer des pamphlets en Allemagne, le plus souvent à vélo, en passant par le poste frontière de Kreuzlingen-Constance. Il cache les écrits finement pliés dans la chambre à air du vélo. Les lettres sont écrites à l'encre invisible. Le point de passage est généralement la chapelle Loreto, à la périphérie de Constance. Fridolin Andras vient souvent y réceptionner les écrits illégaux. Le serrurier, qui travaille comme contremaître à la Reichsbahn à Friedrichshafen, devient le principal compagnon de Moltz. Fridolin Andras est bien ancré dans la ville industrielle du lac de Constance.
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il s'était engagé auprès du syndicat des cheminots, dont il était le mandataire. Il était actif dans les associations ouvrières locales, au sein de l'association des chanteurs et des cyclistes. Politiquement, il est proche du SPD, mais n'en a jamais été membre. Aujourd'hui, une place porte son nom. Malgré les réticences initiales, le mérite en revient à Gerhard Reichel, professeur de lycée, qui a fait des recherches sur l'histoire de Fridolin Andress. Non loin de là, l'ancienne maison du cheminot. L'ancienne usine d'amélioration des chemins de fer à Friedrichshafen. L'archiviste de la ville Hartmut Semmler compare des photos de l'époque avec le site actuel. Nous nous trouvons ici à l'entrée de l'ancien atelier de réparation des chemins de fer. C'est là que Fridolin András a travaillé dans les années 1930. Même en tant qu'artisan du bâtiment, dans une position élevée, c'est-à-dire dans la classe ouvrière, et il a visiblement très bien fait son travail. Son collègue de travail Jacob était Jacob Müller, et ce sont ces deux-là qui ont quasiment constitué une cellule de base pour la résistance à Friedrichshafen. La résistance? Les dirigeants bruns veulent à tout prix l'empêcher. Car sans les chemins de fer, on ne peut pas faire d'État. De nombreux ateliers de l'époque sont encore debout. Et on peut encore voir ce petit bâtiment ici. Il a donc lui aussi été conservé. C'est ça qui est là. Cela signifie donc que dans les années 1930, en raison de l'importance historique de ces automotrices diesel-Maybach, c'était déjà l'une des installations les plus importantes de la Reichsbahn dans toute l'Allemagne, car toutes les automotrices diesel de Maybach étaient entretenues ici. Donc de la haute technologie. Et cela nous ramène au thème de l'industrie de l'armement. Donc ce qui était tout simplement ultramoderne. Fridolin András était ici, dans son activité de contremaître, au cœur de tout cela, où il a, pour ainsi dire, appris des deux domaines ce qui était justement d'actualité et où sa parole avait donc naturellement un certain poids. András ne fait pas confiance aux promesses de paix d'Hitler. Il ne cesse d'informer Karl Molt en Suisse sur les détails du réarmement. Il veut ainsi avertir l'étranger d'une guerre et prend ainsi un grand risque personnel. Les chemins de fer sont en effet au cœur de chaque infrastructure d'un État. Et les dirigeants le savent bien sûr aussi. C'est précisément pour cela qu'ils sont très sensibles, ce qui fait craindre que le transport soit entravé ou même saboté. On a régulièrement effectué des contrôles et des descentes dans l'usine de réparation pour voir s'il y avait des saboteurs. Et aussi à titre dissuasif, bien sûr. Mais Fridolin András et ses compagnons d'armes à Friedrichshafen ne se laissent pas dissuader. Ils entretiennent des contacts illégaux avec leurs collègues cheminots du Sud-Ouest, distribuent des tracts qu'ils reçoivent de Karl Molt depuis la Suisse, rédigent des rapports sur les secrets militaires, les mouvements de troupes et l'industrie d'armement locale. Les archives municipales contiennent de nombreux documents à ce sujet, ainsi que des photographies. Nous avons des photos d'entreprises d'armement liées à Fridolin András, ici, Dornier. Fridolin András in Verbindung stehen, hier eben von Dornier. Voici une manifestation typique de l'époque. Et ici, des photos de production. Ici, on voit comment les avions sont construits. C'est ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque. On attachait aussi beaucoup d'importance à la communauté d'entreprises. Et c'était justement le problème. D'une part, les gens devaient communiquer intensément et naturellement. L'obéissance était de mise. Mais le risque que les réseaux puissent également être utilisés pour déclencher des activités de résistance était bien sûr omniprésent.
Cela a un rapport avec Andras dans la mesure où il vivait exactement dans l'axe entre une zone centrale de l'industrie d'armement, à savoir le chantier naval Zeppelin, et l'usine de réparation des chemins de fer où il travaillait. Et c'est ainsi qu'Anders avait de réelles possibilités d'obtenir des informations. Il a transmis des détails sur la production, comme le nombre de personnes employées, les derniers modèles, etc. Les informations explosives de Fridolin Andras parviennent également aux syndicalistes de gauche de Francfort via la Suisse. Le groupe local est démantelé en 1938. Derrière ces murs de la prison de Klapperfeld, les résistants attendent d'être interrogés. Au cours de l'enquête, la Gestapo se rend compte qu'il doit y avoir des opposants au nazisme au lac de Constance qui font passer des informations secrètes à l'étranger. Après avoir réussi à infiltrer un informateur dans le groupe de Friedrichshafen, la Geheime Staatspolizei prépare une grande contre-attaque. Les fonctionnaires prennent d'assaut la maison dans laquelle vit la famille Andres et arrêtent le résistant et sa femme Johanna. En outre, 13 autres personnes du réseau du Sud-Ouest sont arrêtées. L'un d'entre eux est le contrôleur de train d'Ulm, Friedrich Süffle. Il meurt plus tard dans sa cellule de prison, selon la version officielle communiquée à sa femme. Fridolin Andres est jugé par le Volksgerichtshof. Le procès a lieu dans le palais de justice de Stuttgart de l'époque. Lorsque les juges rendent leur verdict, la Seconde Guerre mondiale fait déjà rage. La guerre contre laquelle Andras avait mis en garde. Le tribunal le condamne à mort pour trahison et préparation à la haute trahison. Le jugement mentionne ce qui était principalement reproché à Andras. On y trouve par exemple le contenu des imprimés. Il s'agit donc des écrits que l'Andras a distribués. Montre clairement que l'Unheitsverband der Eisenbahnen Deutschland n'est pas seulement une organisation syndicale illégale, mais aussi une organisation de combat dont le but final est de renverser le gouvernement national-socialiste. Après le jugement, Fridolin Andras est emmené à Berlin, où il doit attendre l'exécution à la prison de Moabit. Ses compagnons d'armes et le courrier suisse sont condamnés à la réclusion et à la prison. Certains sont libérés car on ne peut rien prouver contre eux. Fin février 1940, la Gestapo emmène Andras à Berlin-Plötzensee. Il est exécuté à la hache. Le démantèlement de son groupe fut bien sûr une catastrophe pour Karl Mulka et lui-même se retrouva de plus en plus en difficulté. Immédiatement après le début de la guerre, les nazis lui avaient retiré sa nationalité allemande. Il figurait sur les listes de recherche de la police suisse. À partir du 1er janvier 1940, il a été arrêté et emprisonné à Saint. Galen est emprisonné. Il était sur le point d'être extradé vers l'Allemagne, car sa mort aurait été certaine. Mais Karl Molt réussit à s'échapper de la prison. Il parvient à se cacher dans la région du lac de Constance jusqu'à la fin de la guerre, avec l'aide d'amis suisses. Des cheminots comme Molt ont prouvé que la résistance était possible. Mais il n'y avait que peu de Karl Moll, peu dans les chemins de fer et peu dans le Reich allemand de l'époque.